Il y a eu à la fois cette difficulté de faire un sport que personne ne connaissait chez moi et surtout faire du sport à haut niveau, alors que chez moi, la réussite passe par le travail et pas par le sport. Nouvelles héroïnes. Et c'est là où le rugby aussi m'a montré plein d'autres facettes de ma personnalité que je connaissais pas. Et le rugby, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression que c'était simple de créer du lien avec des gens. Nouvelles héroïnes. Le rugby pour les garçons est professionnel, le rugby pour les filles n'est pas professionnel. C'est-à-dire que personne en France, à part les 30 joueuses de l'équipe de France, ne gagne de l'argent pour jouer au rugby. Nouvelles héroïnes. Salut toi qui écoutes Nouvelles héroïnes. Avant que tu tendes l'oreille à une nouvelle histoire, j'ai 3 choses à te dire. La première, c'est que cet épisode est en partenariat avec la Kiabi Foundation et l'école des 15. La deuxième, c'est qu'il a été enregistré au Kiabi Village, dans une salle où, juste derrière le mur, des dizaines de jeunes filles et jeunes garçons s'entraînent au rugby. Ensemble, sur le même terrain, filles et garçons, sans se poser de questions. C'est ce qu'on appelle l'école des 15. Et l'école des 15, c'est un endroit assez magique. C'est une école qui accueille des collégiens et collégiennes du CM2 à la 3e pour qu'ils continuent leur scolarité tout en s'entraînant au rugby, quasiment chaque jour, encadrés par des éducateurs et des éducatrices passionnés. On y apprend autant à plaquer qu'à conjuguer, autant à pousser en mêlée qu'à se relever après une mauvaise note. Et surtout, on y apprend une chose qui n'est pas au programme du collège. On n'avance jamais seul sur un terrain de rugby. Si tu veux en savoir plus, file sur le site écoledesquinze.com. Et la troisième chose que j'ai à te dire, c'est que tout a commencé, comme souvent, par un coup de fil. Allô Léa ? Coucou Céline. Léa, c'est Léa Cervelin, la déléguée générale de la Kiabi Foundation, engagée pour redonner confiance à la jeunesse. À ce jour, c'est plus de 50 000 jeunes soutenus par l'action des collaborateurs Kiabi dans 11 pays différents. L'année dernière, avec Léa, on avait enregistré une émission hyper émouvante au Kiabi Village, près de Lille. On avait reçu Frédérique Bedos, journaliste et fondatrice de l'ONG Le Projet Imagine. Et on l'avait fait dialoguer avec une classe de 4e. Un grand moment. Donc, je rappelle Léa. Léa, c'est Céline. Tu te souviens, l'année dernière, on avait enregistré cette superbe émission avec Frédérique Bedos et les collégiens de 4e. Et si on remettait ça avec une sportive ? Coucou Céline, c'est une super idée. J'ai exactement la personne qui est parfaite. Elle s'appelle Laura Di Muzio. Elle est géniale. C'est une super joueuse de rugby. Elle a été capitaine du Stade Villeneuvois et championne de France. Aujourd'hui, elle est présidente du Stade Villeneuvois. C'est le club de rugby de Villeneuve-d'Ascq. Et tu verras, elle est passionnante. Parfait. J'adore l'échange avec une joueuse de rugby pour faire tomber, plaquage après plaquage, cette vieille idée que certains sports seraient réservés aux garçons et de montrer qu'un terrain de sport, ça n'appartient à personne, ni aux filles, ni aux garçons, mais à celles et ceux qui ont envie d'y être. Allez, j'appelle tout de suite Laura. À très vite Léa. Et c'est comme ça, à toi qui écoutes cet épisode, qu'on s'est retrouvés toutes les 3, Laura Di Muzio, la joueuse de rugby, Léa Cervelin et moi, un après-midi au Kiabi Village, dans les locaux de l'école des 15, avec un micro et une classe de jeunes joueuses et joueurs qui ne savaient pas encore qu'ils allaient rencontrer une femme qui, à leur âge, à 14 ans, n'osait même pas réciter une poésie au tableau et qui s'est révélée à travers un sport collectif, le rugby. Allez, on y va. Je t'emmène sur le terrain avec Laura. Nouvelles héroïnes. Et je vais d'abord vous poser une question, parce qu'avant de venir ici, moi je suis nulle en rugby. Je m'y connais pas du tout, et je voulais savoir quelle était la première joueuse de rugby au monde. Est-ce que vous avez une idée ? Même moi, je sais pas, je vais vous dire. Donc comme ça, c'est bien, on est tous pareils. Alors en fait, il faut qu'on fasse un bond en 1887. Il y a une petite fille qui s'appelle Émilie Valentine, qui a des grands frères.
et elle a un journal intime. Elle vit en Irlande du Nord et elle a un journal intime. Et dans ce journal, elle écrit tous les jours ses rêves. Et elle écrit qu'elle veut jouer au rugby comme ses frères, parce qu'elle a 2 grands frères. Elle écrit « Je veux devenir joueuse de rugby et marquer un essai ». Mais à l'époque, en 1896, en fait, les filles ne pouvaient pas jouer au rugby. Donc, tous les dimanches, tous les jours, elle est au bord du terrain à regarder ses grands frères jouer. Et un jour, il leur manque un joueur. Et donc, c'est à ce moment-là, elle a 10 ans, elle rentre sur le terrain et elle marque un essai. Et donc, Émilie Valentine est la première joueuse de rugby. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire ce bond de 140 années et de vous retrouver aujourd'hui, donc à l'école des 15, à une époque où le rugby est autorisé, Ouais. où tout le monde peut jouer au rugby. On ne se pose pas la question si on peut et si on ne peut pas. Où vous jouez, filles, garçons, côte à côte. Et j'avais envie de vous présenter aujourd'hui une fille qui est passée peut-être par vos doutes, par les obstacles, qui a peut-être pas eu confiance en elle, qui s'est révélée à travers un sport. Un sport, vous allez le découvrir. Elle est un peu tombée par hasard dans ce sport. Et si je suis là aujourd'hui dans les locaux de l'école des 15 à Kiabi Village, c'est grâce à Léa Cervelin, la présidente de la fondation Kiabi, qui m'accueille pour la 2e fois consécutive et donc pour vous mettre en relation et pour savoir un petit peu le parcours de Laura Di Musio. Bonjour et bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. Et juste par rapport à ton introduction, l'histoire de cette jeune Irlandaise, elle est géniale de se dire il y a que des garçons qui peuvent jouer, moi je peux pas jouer, je rêve d'y aller, il y a une place, j'y vais. Et finalement, c'est pas encore si différent, plus de 100 ans après. Ça arrive encore maintenant qu'on se dise bon bah c'est cool, l'équipe de garçons elle est prête. Bon, il y a moins de moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas l'investissement nécessaire pour développer les filles, donc on verra plus tard pour les filles. Donc c'est moins vrai, mais c'est encore vrai dans la réalité du rugby, même au XXIe siècle, il est encore vu d'abord comme étant un sport pour les garçons et pour les hommes que pour les femmes. On pense tout de suite masculin et pas féminin. Donc ça a avancé, mais finalement, des situations comme Émilie l'a vécu en Irlande il y a 110 ans, elles peuvent encore exister maintenant. Et alors, il y a une autre phrase que j'ai découvert en me plongeant dans l'histoire du rugby féminin, c'est le président de la Fédération française de rugby qui a dit il y a à peu près une vingtaine d'années qu'en fait, il fallait que les femmes jouent au rugby pour ne pas empêcher leurs garçons de jouer au rugby. Oui, alors des phrases comme ça, on en entend souvent. Enfin, bon, c'est vrai, ça fait rire tellement c'est ridicule. Voilà. Moi, j'ai déjà entendu il y a peu de dire c'est bien, faut que des petites filles viennent jouer au rugby parce que si elles viennent, elles vont attirer leurs copains ou leurs frères et il y aura plus de joueurs. Du coup, tu vois, la raison qu'elles soient là, c'est qu'elles doivent jouer pour elles. Exactement. Mais bon. Tout comme le rugby a été interdit jusqu'en 1989, il y avait une propre fédération pour les femmes, il n'y avait pas de fédération pour les hommes, parce qu'on trouvait que c'était inélégant, trop dangereux, que si des jeunes filles faisaient du rugby, elles allaient s'abîmer le corps et qu'elles pourraient plus se reproduire. Enfin, des trucs invraisemblables maintenant. Mais finalement, ça a moins d'un demi-siècle, ce genre de réflexion. Donc c'est pour ça, et le stress, le fait que vous soyez là, les filles, et toutes les joueuses de rugby, ou d'ailleurs toutes les femmes sportives, c'est aussi à chaque fois être ambassadrice, mener ce combat de femmes et hommes. On travaille ensemble, on a les mêmes capacités, bien sûr à des échelles différentes selon nos différents talents, mais tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire, tout simplement, quoi. Alors, on est sur une terre, on est dans le nord de la France. C'est une terre, quand même, de foot. Et toi, tu es née à Étreux, près de Valenciennes, en 1990. C'est ça. Quand on a préparé cette interview, je t'ai demandé 3 mots. Un mot pour qualifier ton enfance. Je sais même plus ce que j'avais pensé que je te dirais, parce que quand j'y réfléchis, ça devait être intelligent. Et là, maintenant, j'ai presque envie de te dire, j'ai eu une enfance heureuse, mais ça paraît si plat et si peu représentatif de tout ce par quoi on passe quand on est enfant. Mais finalement, je crois que le mot qui me représentait le plus aussi dans mon enfance, c'était timide, introverti. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse parce que j'ai des parents très bienveillants, une famille très bienveillante, tout allait bien dans mon cercle familial. Mais j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Gina et qui est géniale. Ma sœur jumelle, c'est mon modèle, mais qui est quelqu'un de très extraverti, qui fait rire tout le monde, elle fait des blagues tout le temps, elle a des heures de colle tout le temps, elle a des cahiers de suivi tout le temps, des avertissements de travail et des avertissements conduite tout le temps. Donc c'est vraiment le bout en train du collège. Et moi, en fait, je suis complètement à l'opposé d'elle.
Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, avertissement travail et tout. Mais ce qui fait que j'ai toujours été un peu dans son ombre et j'ai toujours eu du mal à aller vers les autres. Parce que ma sœur faisait le travail. Ma sœur, elle faisait plein de potes et moi, j'étais dans la classe avec elle. C'était mes potes aussi, du coup, dans le bus, dans le collège, etc. Et donc, j'ai jamais appris à faire par moi-même, à être capable d'aller parler à des gens, que ce soit des enfants, des adultes. J'ai toujours été l'enfant posé, très calme, lire des livres, pas casse-cou, enfin vraiment à l'opposé de ma sœur. Pour le coup, on est très complémentaires. Et ce qui fait qu'en effet, je me suis toujours sentie un peu en retrait. Pour autant, je le vivais pas mal parce que j'étais très entourée. Mais quand à un moment donné, il s'agit de se dire, OK, comment je fais, comment on saute dans le grand bain, je savais pas faire en fait. C'était une panique. C'est vraiment une panique. Après, quand j'étais en troisième, seconde, de dire... il faudrait que je le fasse par moi-même, je savais pas. J'avais pas les codes, j'avais peur de pas savoir le faire, j'avais peur de pas savoir me faire des amis si ma sœur était pas là. Et il a fallu le rugby justement pour changer, mais ça a été longtemps un stress pour moi et encore maintenant je le combats. Alors ça va, j'ai 20 ans de plus, j'ai appris, mais même parfois quand je me retrouve dans des situations au boulot où je connais pas les gens, j'ai quand même cette appréhension de dire OK, faut que je franchisse le pas, j'ai ces petits réflexes de petite fille de l'époque. Donc voilà, après ma chance c'est que dans un petit village comme à Étreux, les gens sont bienveillants, tout le monde se connaît, Enfin voilà, moi j'ai vraiment une enfance paisible. Mais ma personnalité s'est développée avec cette gémellité qui était très à l'opposé de moi. Alors, tu grandis dans un environnement, ton papa est italien. Ouais. Et tu me disais que dans la culture italienne, le rugby n'a pas forcément sa place. Ou en tout cas, il disait que courir, ça veut dire que tu ne travailles pas. C'est pas la culture italienne, ça. C'est que mon père est italien, mais surtout, du côté de ma mère, c'est une famille d'agriculteurs. Mes arrière-grands-parents, grands-parents sont agriculteurs. Et nous, la maison de chez mes parents, elle est dans la même rue que la ferme de ma grand-mère. Et donc, on n'a pas de nounou, on va tout le temps chez notre grand-mère après l'école, puisque l'école primaire est au milieu des deux. Et moi, j'ai entendu tous les week-ends de ma vie, quand avec ma sœur, on commençait à faire des entraînements en plus, on allait jouer des matchs le samedi ou le dimanche, et qu'on disait, nous, on va courir pour s'entraîner pour les matchs. Ma grand-mère disait tout le temps, si tu vas courir, c'est que t'es pas assez fatigué de ta semaine. Tellement, en fait, dans le monde agricole, tu travailles tous les jours, du lundi au dimanche. Le dimanche, faut traire les vaches quand même. Le travail n'attend pas. Et de se dire, moi, je vais faire du sport pour me dépenser. Si vraiment t'as besoin de te dépenser, c'est que t'as pas assez bossé. Et en fait, c'est plus cette contradiction du sport de haut niveau, de se dire, le sport, c'est un accomplissement aussi. C'est pour certains un travail, pas pour les femmes dans le rugby, mais ça peut être un accomplissement. Et chez nous, c'est plus ça qu'on entendait de à quoi ça sert d'aller courir. Si t'es fatigué, va chercher les vaches, va nourrir les bêtes. T'inquiète, ça va te faire ton sport. Et c'était plus ça. Après, dans la culture italienne, c'est plus que le rugby n'existe pas trop. Mon père est plutôt foot, mais mes parents sont pas sportifs. Moi, jamais mes parents nous ont poussés à faire du sport. Dans mon village à Étreux, il y a qu'un sport, c'était le foot à l'époque. Donc tout le monde faisait du foot, les petites filles, les petits garçons. Donc ça, c'était super cool. Mais mes parents, quand on m'a dit on veut faire du rugby, ils avaient jamais vu un match, ils connaissaient pas les règles. C'était pas un truc pour eux, c'était un peu un sport de télévision, quoi. Il y a eu à la fois cette difficulté de faire un sport que personne ne connaissait chez moi et surtout faire du sport à haut niveau, parce qu'au lycée je faisais, on va dire, les classes sport-études, alors que chez moi la réussite passe par le travail et pas par le sport. Et est-ce que tu te souviens de toutes ces phrases que tes parents te disaient en permanence ? Mais mes parents, pour le coup, c'est des gens géniaux. Et ils nous ont toujours dit, vous faites ce que vous voulez comme sport. Le rugby, on connaît pas. C'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. Du foot, du rugby, de la danse. Par contre, vous travaillez bien à l'école. Mon père dit tout le temps, l'école d'abord. T'as fait tes devoirs? Oui, c'est bon, tu peux aller à l'entraînement. Et si, par contre, moi, je bossais très bien, j'étais une très très bonne élève, alors que ma sœur, pas du tout. Donc mon père avait peur qu'à cause du rugby, ma sœur ait pas le bac. C'était sa panique. D'ailleurs, quand on a dit, ma sœur a le bac, il a pleuré, moi, j'ai eu le bac, à peine s'il m'a dit bravo, hein, d'accord, il m'a oublié. Mais mes parents, c'était plus les filles, l'école. Parce que comme le rugby pour les femmes, c'est pas connu, c'est pas développé, vous n'aurez jamais d'argent pour le rugby. Donc vous devez bien travailler à l'école. Et si vous bossez bien à l'école, après, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des copines, les parents ont dit, tu feras pas de rugby parce que c'est un sport pour les garçons et on veut pas que tu fasses. Mes parents, ils ont toujours dit, vous faites ce que vous voulez. Ils nous ont vraiment appris l'ouverture d'esprit. C'est, tu veux jouer au rugby? Tiens, je t'achète des crampons et vas-y. Par contre, tu bosses bien en cours. Ça, c'était le deal. Et après, mes parents n'étaient pas portés sur la réussite. C'est pas des gens qui voient leur réussite à travers la réussite de leurs parents. Donc, quand on a mis de leurs enfants, nous, avec ma sœur, on a joué en équipe de France. Enfin, ils sont même jamais venus voir un match. Ça les intéressait pas. J'ai des maillots d'équipe de France chez moi, ils sont dans le grenier. Alors que tu dirais peut-être maman, elle pourrait l'afficher dans la cuisine. Ça pourrait dire, c'est cool, j'ai mes 2 filles qui ont été en équipe de France. Tout est dans le grenier. Et parfois, elle me dit, faut les jeter ces vieilleries. Mais non, maman, c'est mes affaires d'équipe de France, tu les jettes pas. Et donc, il n'y a pas du tout cette réussite. Et donc, on n'a jamais eu cette pression de faut réussir. C'est faites ce qui vous rend heureuse, quoi, ce qui vous permet d'être bien. Et si c'est le rugby, c'est le rugby. Si c'est du foot, c'est du foot. Si c'est de la musique, c'est de la musique. Et donc ça, c'était vraiment génial. Ma mère me disait souvent un truc, elle me disait, les filles, vite et bien, ça n'existe pas.
Donc elle voulait pas qu'on se précipite. Faites, testez, n'allez pas trop vite. On a eu cette chance que nos parents ont été très ouverts sur ce qu'on proposait de faire en tant qu'enfant. Et d'ailleurs, mon petit frère ne fait pas de sport. Alors que nous, on est sportifs de haut niveau, on fait que ça. Ils bouffent du rugby, ils ont bouffé du rugby pendant 20 ans, les pauvres. Et on s'est toujours battu pour que mon petit frère fasse du sport. Il aime pas ça. Et ma mère disait tout le temps, vous avez fait ce que vous vouliez, il fera ce qu'il veut. Mais il faut qu'il fasse du sport. Non, il fera pas de sport s'il veut pas. Ok, il n'a jamais fait. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de l'école. Tu disais que tu étais très bonne élève. Est-ce que tu avais des matières préférées ? Ouais, carrément en français. J'adorais lire, j'adorais écrire. J'adore encore écrire d'ailleurs. Donc tout ce qui était littéraire. Mais français, je crois que c'était ce que je préférais. Français, histoire. Je détestais la physique. Et moi, en fait, quand je me suis dit, bon, il faut que je grandisse, j'ai fait une seconde générale. Et après, en première, il fallait choisir première S, première éco ou première littéraire. Et moi, je voulais plus être en classe avec ma sœur. Parce que je voulais grandir, je voulais essayer de me séparer. Et puis, parce qu'elle prenait trop de place dans ma vie, je vais faire autre chose. Et en plus, j'aime pas les maths. Donc, je vais en première ES et ma sœur va en première S. Mais ma sœur était vraiment nulle à l'école, elle foutait rien. Elle était insupportable, elle bossait pas. Et donc, je me suis retrouvée à devoir faire tous ces devoirs de physique quand même, alors que j'aimais pas la physique. Mais voilà. Ouais, maths, français, histoire. Et bon, sport, c'est, on va dire, c'est annexe dans le sens où on va en parler de sport par ailleurs. Mais français, histoire, j'adore. Est-ce que tu te souviens de ces livres de chevet que tu avais ? Alors, moi, j'étais fan d'une série de livres qui s'appelait Les Compagnons de la Croix-Rousse. Je connais pas. C'est 5 enfants, 5 potes, ils vivent leur vie, c'est des ados, et il leur arrive plein de trucs, et ils résolvent des enquêtes, et ils ont un chien, un berger allemand qui s'appelle Cafi. Et j'étais tellement fan que j'ai demandé à mes parents d'avoir un chien, et on l'a appelé Cafi. Et je croyais quand j'étais ado, je croyais que le chien allait résoudre toutes les enquêtes. Puis mon chien, il savait rien faire. Enfin, parce que je lui avais rien appris, en fait. Et donc, même quand je disais, va chercher la balle, elle la ramenait pas. Et donc, puis tout le monde disait, c'est quoi ce nom pourri pour ton chien, Cafi? C'était à cause des compagnons de la Croix-Rousse. Donc, voilà, c'était mon livre de chevet. Je les ai tous faits, parce que c'était une grande série, parce qu'une fois, il leur arrivait un truc à Paris, une fois à Lyon, une fois je ne sais où, tu vois. Donc, ouais, je lisais beaucoup ça. Et comment le sport est arrivé petit à petit en école primaire dans ta vie ? Le sport est arrivé, donc, alors pas via l'école, mais via le foot dans mon village. Parce que, en fait, soit tu faisais du foot, soit tu faisais rien. Et donc, tous les copains faisaient du foot. Ma sœur a dit, on ferait pas du foot? Je dis, si tu vas, je viens, évidemment. Donc, on s'est retrouvés à faire du foot. Et puis, on a joué 7 ans au foot, de nos 7 à nos 14 ans. Puis ensuite, on a découvert le rugby en 3e et on s'est mis à faire du rugby au lycée. Mais c'est arrivé parce que c'était le lien social du village. Nous, on traînait avec les copains après l'école. On disait, on va faire un foot? Ok, on va faire un foot. Tout le monde avait un ballon, on prenait les vélos, on allait au stade, on faisait du foot. Pendant des heures et des heures. Non, mais scandale, hein, franchement, mes parents, on avait le droit jusqu'à 21h en CM2. Donc, on allait au terrain. Ouais, vous rentrez pas trop tard. Non, 21h jusqu'au stade. Et on faisait que du foot tout le temps. Et ce qui a fait aussi que Gina et moi, on était des très bonnes joueuses de rugby. Parce que le jeu au pied, c'est une spécificité du rugby qui est pas très développée chez les filles. Parce que souvent, on travaille pas le jeu au pied. Et nous, on savait taper dans un ballon parce qu'on avait fait des années de foot. Donc, ça a fait de nous des très bonnes joueuses de rugby. Et t'étais à quel poste Numéro 10. Au foot. Non, moi j'étais libéraux, j'étais une barbare. Ma mission c'était tacler tout le monde. Ah ouais. J'étais pas du tout technique, alors que ma sœur était très technique. Elle aurait pu être une grande joueuse de foot. Donc j'étais libéraux. Dernière. Vous jouiez pas en club? Si, bien sûr que si. On jouait au FC Étreux. Si, on s'entraînait le mercredi, puis on jouait le samedi. C'était trop bien. Mais on se rendait pas compte qu'on était en compète, on était juste avec nos potes, quoi. Et au CM2, tu te voyais comment, toi, plus tard? T'avais déjà des rêves d'après? Alors moi, en CM2, des rêves, c'était un grand mot, je savais pas ce que c'était le mot rêve. Quand on me demandait, tu veux faire quoi plus tard? Alors j'ai ma période, je voulais être pédiatre, parce que j'adore les enfants. Et après, je voulais travailler dans la police scientifique, parce que j'étais fan de NCIS. Je regardais tous les épisodes des experts. Et je dis, waouh, c'est fou ce qu'ils font, je veux faire ça. Après, on me dit, faut faire S. Je dis, ouais, non, je veux pas faire ça. Et je voulais pas être sportive, ça m'intéressait pas. Alors vraiment, le sport, pour moi, c'était rigoler avec mes potes. Je ne pensais jamais faire du sport au niveau où je joue en équipe de France. Jamais. Alors on arrive là du coup sur cette période de l'adolescence. Toujours timide, toujours dans l'ombre un petit peu de ta sœur, toujours à côté. En fait j'ai eu une transition, si on dit ça, c'est un peu la transformation, l'adolescence, parce que jusqu'à mes 15-16 ans, donc seconde, première, j'ai vraiment vécu qu'est-ce que je veux faire pour moi. Parce que c'est là on te dit tu veux faire quoi, t'as 15 piges, tu veux aller en S, en ES, quel boulot tu veux faire plus tard, t'en as aucune idée, t'en vas dire mais laissez-moi tranquille, je sais pas. Et moi je savais que j'aimais pas les matières scientifiques, vraiment j'aimais pas ça, même si j'étais une bonne élève. Et je savais que je voulais pas suivre ma sœur, qui, elle, voulait faire des matières scientifiques. Donc, je vais aller en ES, tu vois. Et ça a été un peu le début pour moi de cette obligation de plus fonctionner avec elle, de devoir aussi travailler mon cercle d'amis toute seule, faire d'autres choses sans ma sœur. Donc, j'ai vécu un peu ces transitions. Et en même temps, j'ai commencé à jouer au rugby.
même si on jouait ensemble. Et c'est là où le rugby aussi m'a montré plein d'autres facettes de ma personnalité que je connaissais pas. Parce que comme j'étais une bonne joueuse, on me disait mais toi tu sais faire quelque chose, tu peux exister sans la réussite de ta sœur en fait. Et donc je commençais à vivre ces transformations. Même s'il m'a fallu longtemps pour les conscientiser et les réaliser, ça a été un peu ce début de chemin, tu vois, de commencer à vivre les choses pour moi-même, quoi. Le mot pour qualifier ton adolescence, c'est pas séparation, mais en tout cas... Non, mais c'est... je sais pas si le mot c'est remise en question. Remise en question. Ouais, peut-être. Parce que vraiment, j'ai fait des choix forts pour moi, tu vois. De se dire, OK, je suis plus en classe avec ma sœur quand t'as été ensemble pendant 17 ans. Enfin, c'était wow, c'était ouf. Alors que mes parents n'ont jamais cultivé la ressemblance, jumelles, machin, jamais habillé pareil. Enfin, ils s'en fichaient complètement. Mais t'es quand même lié, tu vois. Et pour le coup, et ma sœur, finalement, c'est pareil, mais elle l'exprime d'une autre façon. Et ça, pour moi, ça a été hyper transformant qu'on se sépare en première. Alors, le rugby, il vient bien avant. Raconte-nous, en fait, la rencontre. Comment tu te dis, voilà, je vais faire du rugby. La première fois de ma vie où je fais du rugby, c'est en 6e, parce qu'il y a un cours de PS rugby, et tous les élèves sont obligés. Et il y a plein d'élèves d'ailleurs qui voulaient pas, et en fait, mes profs, ils pensaient que c'était un super sport pour tout le monde, donc là, tout le monde le faisait. Et comme ça, ils détectaient aussi les bons joueurs pour le club de Valenciennes. Et donc, tout le monde se met à faire du rugby, et c'est vrai que ma sœur et moi, on se retrouve à être vraiment bonnes joueuses. On est un peu des barbares. On vient de la campagne, donc on dit, ouais, il faut plaquer les gens, on plaque tout le monde. Enfin, franchement, avec du recul, je me disais, on devait faire peur à tout le monde. Mais nous, on était à fond, c'était génial. On plaquait, on sautait partout. Et les profs, ils nous ont dit, ouais, mais vous, ça va pas. Ils nous appelaient les têtes brûlées. On disait, mais c'est génial, enfin, les filles, vous décontinuez le rugby. Nous, non, on fait du foot, le rugby, ça nous intéresse pas. Et après, ils ont dit, mais il y a plein de petites des filles de cette équipe de 6e, enfin, de cette classe de 6e qui sont bien. Donc, on va essayer de monter une équipe. Et au fur et à mesure, ils ont réussi, on a monté une équipe en 3e. Avec ses profs, une équipe UNSS, vraiment pour rigoler avec nos potes. Et on a été jouer, du coup on s'entraînait avec les garçons. Et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à faire des entraînements, à connaître, à comprendre. À Valenciennes. À Valenciennes, au collège Ezen. Et les profs nous ont dit, au lycée d'à côté, qui est le lycée Watteau, il y a un sport-études rugby filles-garçons. Gina, Laura, vous devriez y aller parce que vraiment, vous êtes des très bonnes joueuses. Et nous, on s'en rendait pas compte. Donc là, on a arrêté le foot, on a commencé à faire du rugby en club, au club de Valenciennes, et on a fait ce sport-études. Et très vite, là, on s'est retrouvés sélectionnés dans des sélections régionales, enfin départementales, régionales, puis équipe de France moins de 18 ans, puis équipe de France moins de 20 ans, alors qu'on faisait du rugby depuis 2 ou 3 ans. Mais à l'époque, quand tu étais une jeune fille qui avait des qualités, comme il y avait peu de filles qui faisaient du rugby, tu étais très vite repérée. Donc nous, en 2 ans, on s'est retrouvés, on a reçu une lettre, on est sélectionnés pour faire un tournoi régional, c'était fou, tu vois. Et on connaissait même pas toutes les règles. Nous, c'est simple, à Valenciennes, c'est simple, c'est tu prends le ballon, tu cours, tout droit, jusqu'à ce que quelqu'un te fasse tomber. Si personne te fait tomber, tu marques. C'était vraiment ça les consignes, basiques. Mais mes profs, ils étaient géniaux. C'était monsieur Derken, il était incroyable. Et après, du coup, on a découvert qu'on pouvait faire des passes aussi dans ce jeu, qu'il fallait pas que faire rentrer dans les gens, en fait, qu'on pouvait aussi faire. C'était un jeu d'évitement, mais plus tard. Donc nous, on était vraiment des bourrines quand on se foutait. C'était ok, t'inquiète, tant qu'on m'a pas fait tomber, j'avance. Et ça nous allait bien parce qu'on avait, je pense, besoin aussi d'extérioriser notre énergie. Mais c'est vrai que cette rencontre avec le rugby, elle était assez improbable. Moi, j'ai fait du foot pendant 7 ans. Avec ma sœur, on a fait aussi du karaté, on a testé pas mal de petits sports. Et le rugby, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression que c'était simple de créer du lien avec des gens. T'arrives dans une équipe, tout le monde te parle, tout le monde s'en fiche si tu joues bien, en fait, on te parle, c'est cool, c'est détente. Et nous, on jouait dans notre club, et je me souviens très bien, quand on était en seconde, on a été sélectionnés pour faire un tournoi départemental avec l'équipe de la Ligue, et on a été joué à Dijon. Donc on est parti en bus. Folie, t'as 16 ans, tu pars en bus, tu vois pas tes parents pendant un week-end avec tes potes. Bonheur. Et moi, je me souviens très bien, à l'allée du bus, je m'étais mis tout devant. Le premier siège, comme ça, genre, je parle à personne. Moi, je flippe de parler aux gens. Derrière, elle faisait déjà toute la fête, elle se connaissait, c'était des potes et tout. Au retour du bus, tout le monde derrière, musique à fond, folie. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est fou, moi, c'est ça que je veux faire tous les week-ends. Et en fait, en 2 jours, je m'étais fait plein de potes. On avait joué au rugby, on avait fait la fête, on avait bu du Perrier, évidemment, parce qu'on était quand même au collège, enfin au lycée. Et c'était fou. Je me disais, mais waouh, c'est ça le rugby. Mais moi, je veux ça. On sait se faire des amis, en fait, c'était facile. Et j'existais indépendamment aussi de ma sœur, parce on était dans la même équipe, on avait chacune un poste, chacune des responsabilités différentes, tout en étant ensemble, mais bien identifiées comme 2 joueuses différentes, tu vois. J'ai ce souvenir d'être partie en Bourgogne, et on dormait à Dijon, et donc il fallait se mettre par groupe de 3, parce qu'on dormait dans un hôtel Formule 1. Et nous, on savait pas avec ma sœur, on se met avec qui. Il y a une fille qui s'appelle Alice, qui dit « Ah, moi, je me mets avec les jumelles ». Bon, ok, on la connaissait pas. Alice, on la connaissait depuis le matin même. Bah, trop sympa, elle veut se mettre avec nous et tout. Et je me souviens, le soir, on dormait, il y avait 2 lits superposés, un lit là. Et les chambres Formule 1, c'est des tout petits hôtels. Les toilettes dans les chambres sont toutes petites. Et Alice, elle dit, bon, moi, je vais aux toilettes. Et donc, elle s'assoit sur les toilettes. Et elle avait tellement grandes jambes et les portes étaient tellement petites qu'elle pouvait pas fermer la porte.
Du coup, elle dit, bon, je laisse la porte ouverte faire pipi, ça vous dérange pas? J'étais là, mais waouh, c'est quoi ce monde incroyable de toutes les règles n'existent plus. Et j'ai cette image, et Alice c'est encore ma pote maintenant, tu vois, 20 ans après, et je la revois dans cette toilette du Formule 1, dire mais là c'est un délire, on vit un délire, c'est génial cet endroit. Je crois que je suis tombée en amour à ce moment-là, cette période-là où je me suis dit, mais en fait les gens sont incroyables. T'es là, tu viens, on s'en fout de quitter, t'es grande, t'es petite, t'es grosse, t'es mince, tu sais jouer, tu sais pas jouer, t'as des peurs, t'as pas de peur, viens quoi. Viens dans le collectif, puis on verra ce qui se passe. Et moi j'avais trouvé ça incroyable. J'étais rentrée en me disant, waouh, je vais y retourner le week-end prochain. Tu parles du mot collectif, on a plus l'image, en fait, effectivement, le rugby, c'est le collectif, le foot, c'est des individualités, en fait. Ouais, alors, j'aime pas quand on compare les sports dans le sens où c'est vrai que c'est terrible. Moi, j'adore le foot, j'ai commencé par là et c'est un sport que j'aime, c'est un magnifique sport. C'est dommage l'image qu'on en montre parce que je trouve que le haut niveau, malheureusement, dessert le niveau amateur. Parce que, en fait, quand tu vois à la télé, bah oui, des gens qui râlent sur l'arbitre, qui se roulent par terre, qui sont pas d'accord, bah évidemment, t'es jeune, tu as envie de reproduire la même chose, tu vois, t'as pas le bon modèle. Et le foot, il est vu comme individuel alors que c'est un super sport co. C'est un super sport co. Mais là où le rugby est très intelligent, c'est un sport qui, de par ses règles, protège le collectif. C'est-à-dire qu'au rugby, si tu râles sur l'arbitre, bah en fait, tu prends un carton jaune, tu sors 10 minutes. Au foot, tu prends un carton jaune, bah tu restes, ça change rien. Là, au moins, on t'apprend, tu te tais, tu respectes les règles, c'est comme ça. L'arbitre a dit quelque chose, si t'es pas content, dehors. Bon, au moins, ça te calme tout de suite. Ouais, c'est une valeur que tu apprends au rugby, c'est vraiment le respect. Ouais, respect, mais aussi respect de toi, respect de l'arbitre, respect du collectif. C'est-à-dire, dans une équipe de rugby, bah, on te dit, bah oui, moi, j'ai toujours fait partie des rapides. Il y a des joueuses qui sont plus grosses, plus musclées, plus puissantes. Elles jouent dans la mêlée. Moi, je vais pas dans une mêlée. Hein. Je vais dans une mêlée, je suis nulle. Hein. Vraiment, je sais pas le faire. Bah, génial, elles vont apporter ce que je sais pas apporter. Donc, il faut que je les respecte. Il faut que je respecte qui elles sont, ce qu'elles apportent, parce qu'on est complémentaires. Et ça, dès le début, on te le montre. Et tu vois, moi qui étais super timide, je suis là, je sers à rien sur le terrain, je sais rien faire. Et mes coachs m'ont dit, non, t'inquiète, t'as plein de qualités. Juste, t'en as pas conscience. Et tu vois, pour moi, ça, c'était vraiment une révélation de chacun apporte. Et quand j'avais 15 ans, je pensais que je savais rien faire. Je pensais que je ne savais rien faire. Enfin, sur un terrain, je savais que j'avais des qualités, je savais que j'étais une bonne élève, par exemple, mais je pensais que j'étais pas débrouillarde, que j'étais pas habile de mes mains, que j'étais pas... Et tu vois, j'avais pas conscience. Et je trouve ça génial, le rugby, ça révèle les talents de chacun, quoi. Super transition, parce qu'effectivement, ce que j'allais dire, ça t'a désinhibé, en tout cas, ça t'a enlevé cette timidité, et tu te dis, ah ben, je suis bonne pour... Parce que tu m'as pas dit le poste, c'était en demi-ouverture, numéro 10 au rugby. Toujours, t'as toujours été à ce Non, poste. toi aussi, j'ai joué numéro 12 aussi, mais bon, c'est des postes assez proches. Mais le numéro 10, c'est celui qui joue beaucoup au pied, et c'est aussi celui qui prend les décisions pour les autres, pour les stratégies. Est-ce qu'on va jouer tel ou tel type de stratégie, ce qui fait que c'est un poste où tu vas beaucoup parler. Et moi, c'était super difficile vu que j'aimais pas parler aux gens. Ça m'a aussi aidé à sortir de mon carcan et de ma timidité pour dire si l'équipe elle veut pouvoir fonctionner, il faut que je parle, vu que mon poste demande que je parle. Donc ça aussi, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance. C'est-à-dire, tu parles. En fait, le numéro 10, il est au milieu. Il y a la mêlée, si tu veux, devant. Il y a les rapides derrière. Et au milieu, tu as numéro 9, numéro 10. C'est ceux qui font le lien entre les deux. Et donc, le numéro 10, il va dire, voilà, moi, je pense qu'on doit jouer tel type de stratégie. Par exemple, si tu veux, on a les stratégies bleu, blanc, vert, rouge. Et le 10, il annonce la stratégie et les autres font la stratégie. Tu vois, c'est un peu le meneur au basket. Et donc, si tu dis pas la stratégie, tout le monde te regarde quand tu dis on fait quoi, et il faut que tu parles, il faut que tu prennes des décisions. Et ça, moi, je pensais pas que je pouvais prendre des décisions pour un groupe. Et à nouveau, le rugby m'a montré que si. Et là, donc, tu es au lycée, tu es dans un club de filles. Alors, il n'y a pas de club que de filles. Dans les clubs, tu as des équipes filles, des équipes garçons. Jusque 14 ans, les équipes sont mixtes. Et après 14 ans, c'est que filles ou que garçons. Donc moi, dans mon club à Valenciennes, puis après à Villeneuve d'Ascq, c'est des clubs mixtes. Mais après 14 ans, on évolue qu'avec des filles. Et donc, toi, tu évolues avec des filles Ouais. à partir du lycée. C'est ça, à partir du lycée. En quelle équipe? Quel club? En seconde, j'étais encore à Valenciennes. Et après, j'ai muté à Villeneuve d'Ascq parce que c'était le meilleur club au nord de Paris. Et comme on commençait à être sélectionnés un peu partout, tout le monde disait rejoignez Villeneuve d'Ascq, vous allez progresser grâce à ça. Et c'est là que tes parents te disent écoute Laura, tu peux continuer le rugby, mais passe ton bac d'abord. C'était en même temps, parce que nous, on voulait pas arrêter. Ils nous ont dit vous, les filles, vous pouvez continuer le rugby, mais il faut assurer à côté, quoi. Donc, vous irez à l'entraînement si vos devoirs sont faits. Mais bon, moi, j'ai aucun problème. Franchement, j'étais vraiment très bonne élève. C'était plus pour ma sœur qui était inquiet et qui disait ça. Mais c'était aussi une motivation de se dire je veux retrouver mes potes, je veux m'amuser, il faut que je le mérite, il faut que ce soit bien organisé avant. Et en fait, ça m'a donné aussi une routine de travail, parce que tu apprends à t'organiser. Quand tu sais qu'avant d'aller t'entraîner à 18h, il faut que les devoirs sont faits, tu es efficace. Tu sors de l'école, tu fais tes devoirs, tu vas t'entraîner, c'est réglé. Et ça te donne une façon de travailler pour toute ta vie.
Donc finalement, ça m'a aidé. Et tu t'entraînais combien d'heures Au par lycée, semaine? on avait des créneaux aménagés. On avait le jeudi matin, tout le mercredi après-midi, jeudi matin, lundi soir et samedi après-midi. Bon, c'était déjà pas mal. Ça devait être, je sais pas, une 10-12 heures. Ça nous paraissait pas insurmontable. Le jeudi, c'était aménagé. On n'allait pas en cours. De 9 à 12, on allait avec le sport-études. C'était trop cool. En fait, on était avec nos potes. C'était vraiment trop cool. Donc, on l'avait pas perçu comme étant problématique. Pendant cette période-là, les élèves, c'était leurs options. Ceux qui faisaient latin, LV3, ce genre de choses. Donc, pour nous, c'était un peu comme option sport. Et pendant cette période, est-ce que tu as eu, on a parlé là des victoires, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu tout arrêter, où tu as eu des moments de doute, où il y a ou peut-être une défaite qui t'a vraiment profondément marqué? Sur le rugby ? Ouais. Non. À cette période-là, tu subis pas la pression. Enfin, comme moi, mon objectif, c'était pas de faire du haut niveau, de perdre, de gagner, de réussir. J'étais juste trop contente, au contraire, d'aller au rugby. C'était un peu ma soupape. C'était là où je retrouvais mes potes. C'était là où on rigolait. On partait en tournoi. Franchement, c'était folklore. On s'amusait. C'était génial. Et donc, j'ai pas encore basculé sur ce sujet de haut niveau, de préparation, de toute la pression qu'il peut y avoir après. Plus j'arrivais proche de 18 ans, plus c'était vrai, parce que là, on faisait des sélections en équipe de France avec ma sœur. Mais non, jamais aucun moment j'ai eu de doute sur le fait de continuer ou pas. Là où j'ai eu un doute, c'est quand après mon bac, j'ai fait une prépa HEC. Et donc, la prépa HEC, c'est quand même des grosses études. Et donc, il y en a plein qui m'avaient dit, tu pourras pas t'entraîner tous les jours, parce que là, je jouais au meilleur niveau et il fallait s'entraîner tous les jours, et faire une prépa HEC. Donc, le doute, il a plutôt été là, est-ce que j'arrive à continuer ou pas? Il y a plein de gens qui m'ont dit, faut pas le faire, arrête, t'y arriveras pas. Et donc, j'ai dit, je vais au moins essayer. Arrêtez de me dire ce que je peux pas faire, puisque c'est pas vous, c'est moi. Donc j'ai essayé, puis finalement ça s'est bien passé. Bon, c'était un gros rythme, mais j'ai réussi à concilier les deux. Et le doute, en fait, il est plus venu de l'extérieur, de tu verras, c'est pas possible, t'y arriveras pas. Et il a fallu que je combatte ça, de je vais y arriver, quoi. Donc tu fais ta prépa HEC, ensuite tu vas en école de commerce. Ouais. Et tu continues toujours le rugby à côté. T'es sélectionnée en équipe de France. Ouais. En fait, moi j'ai organisé ma vie autour du rugby. J'avais décidé que c'était ce qui me plaisait. Que quand t'as 20 ans, c'est génial de t'amuser autour du rugby, de jouer au rugby, de faire du haut niveau. En plus, quand tu joues en équipe de France, tu voyages dans le monde entier. Moi, j'ai fait des tournois de rugby à Dubaï, à Las Vegas, à Hong Kong. T'as 20 ans, tu te dis, mais wow, qu'est-ce que c'est ma vie, tu vois, c'est incroyable. Et donc, je m'étais organisée, ma prépa était à Lille. J'ai choisi mon école de commerce à Lille pour rester proche de mon club, là où j'avais toutes mes potes. En fait, je voulais tellement faire du rugby, c'était tellement mon objectif. Je faisais en sorte que le reste soit possible. Bah oui, les cours, c'est difficile, mais je me levais plus tôt, je me couchais plus tard, pour être sûr que ça fonctionne. Du coup, c'était plus une contrainte, c'était un paramètre intégré à ma semaine. Alors, il y a une question que je t'avais posée et je veux bien qu'on y réfléchisse à nouveau. Pourquoi, aujourd'hui, tu pouvais pas avoir une carrière rugby pro comme on l'entend dans le foot Alors, à l'époque, c'était vrai, ça l'est toujours maintenant. Le rugby pour les garçons est professionnel. Le rugby pour les filles n'est pas professionnel. C'est-à-dire que personne en France, à part les 30 joueuses de l'équipe de France, ne gagne de l'argent pour jouer au rugby. Il y a des primes de match, mais 2, 3 ou 400 euros par mois, ce qui fait que c'est pas un salaire. Mais un bon joueur de rugby va gagner peut-être 10 000, 15 000, les meilleurs 50 000 euros par mois. Une joueuse de rugby, 500 euros. Donc tu peux pas en vivre. En équipe de France, il y a 30 joueuses qui ont un contrat avec la Fédé. Donc ces 30-là, c'est génial pour elles, elles sont pros. Mais c'est la Fédé qui les paye, parce que les clubs sont pas assez riches. Mais 95% des joueuses en France ne gagnent pas d'argent ou pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que le sport n'est pas pro. Donc il est encore considéré, on va dire, comme un sport annexe. Alors ça commence à changer, ça se développe, mais c'est très très long. Et en attendant, les joueuses, elles se débrouillent. C'est-à-dire que soit elles travaillent, soit elles vont en cours, et le soir, elles s'entraînent. Donc ça fait des gros rythmes quand tu essayes d'avoir des grandes études ou tu as des boulots à responsabilité. Et moi, je rêve ici à Villeneuve-d'Ascq de créer la première équipe féminine professionnelle. Ce qui nécessite de trouver un petit peu d'argent, mais tu vois, avec 1 million d'euros, tu payes tout le monde au SMIC. Le problème, c'est que, et 1 million d'euros, un budget masculin d'un club masculin, c'est 50 millions d'euros. C'est une goutte d'eau qui changerait tout. Donc ça, c'est un de mes combats maintenant que je suis présidente du club, de faire reconnaître le statut. Il n'y a rien qui m'énerve plus, en fait, que la différence de statut, elle soit basée sur le genre. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que quand tu es une femme, dans le monde du rugby, dans le foot, tu existes moins ou tu es la variable d'ajustement. Il y a une polémique, c'est facile, je n'ai même pas essayé de prouver mon propos, la réalité ne fait que ça. La semaine dernière, il y a les joueuses de foot qui ont signé une tribune parce que les filles de Dijon vont disparaître l'année prochaine, parce que le club de Dijon a dit on n'a plus de sous, on supprime l'équipe féminine qui joue au meilleur niveau pour faire des économies. T'es variable d'ajustement en permanence en fait. Donc t'es pas considéré pour ce que tu fais. Si t'es là, c'est bien, tu ramènes des sous pour la RSE. Si t'es pas là, tant mieux, on fait des économies. J'ai du mal avec ces décalages entre
ce qu'on affiche. Ouais, les filles, c'est génial, la parité, l'équité, la mixité, le développement des politiques. Alors, en entreprise ou dans le sport féminin, c'est la priorité. Donc, ce qui est affiché est derrière les moyens qui sont mis. Parce que dire que c'est la priorité, c'est bien, mais par contre, qu'est-ce qui se passe dans les chiffres, dans les subventions publiques? Qu'est-ce que tu donnes pour le développement féminin et le développement masculin? Tu regardes très très souvent, il y a beaucoup moins pour les filles que pour les garçons. Du coup, c'est faux, tu vois, c'est que de l'affichage. Et ça je me calme, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que si tu veux pas, dis-le. Bon, on s'en fiche, faites ce que vous voulez chacun, on n'aide pas, tu vois, mais fais pas semblant, quoi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, malheureusement, le sport n'est vu que par le prisme de l'argent. Donc on te dit, le sport féminin, ça ramène pas d'argent, donc j'investis pas. Alors qu'en fonction de si tout le monde, j'imagine tous ces gens qui réfléchissent, ont fait quelques études en économie, tu sais qu'il faut investir pour que ça ramène. Et que ça vient aussi d'une grande méconnaissance du marché du sport féminin. Parce qu'en France, on est très en retard. Tu regardes ce qui se passe en Angleterre ou aux USA, le marché du sport féminin est extrêmement rentable. Ça se compte en centaines de millions de dollars, tu vois. Et en fait, juste nous, on n'a pas compris qu'une fois que tu investis, une fois que c'est bien fait, ça rapporte. Moi, je le fais pas pour dire qu'il faut que ça rapporte de l'argent, parce qu'en fait, quand le sport, la raison du sport, ça n'est que il ne faut que ça rapporte de l'argent, tu te trompes de combat. Parce que si tu veux investir dans le sport, que ça rapporte de l'argent, tu investis dans le foot. Non, le sport doit servir à créer une société plus solidaire, avec des jeunes filles et des jeunes garçons qui s'épanouissent, qui font ce qu'ils ont envie de faire, qui sont peut-être demain de meilleurs citoyens, qui vont créer du lien, qui s'isolent pas, tu vois. Ça, c'est la priorité sportive. Et après, bien sûr, si tu veux parler d'argent, ok. Mais si ton objectif dans le sport, ça n'est que l'argent, investis dans le foot et c'est réglé. Donc moi, je pense qu'on se trompe de combat à la fois sur l'objectif, et puis à la fois sur la méconnaissance de la réalité du sport féminin. Mais bon, c'est long à faire évoluer, quoi. Et est-ce que toi, tu as dû faire, là tu me dis de ta colère aujourd'hui, mais est-ce que tu as dû faire face à une espèce de clichés, de stéréotypes sur les dernières années Oui, alors au début, les clichés sur le rugby, c'est pas pour les filles. Bon, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous aussi les filles. Moins maintenant. À l'époque, il y a 20 ans, j'avais déjà entendu, c'est pas pour les filles, vous savez pas faire, ou c'est trop dangereux. Maintenant, tout le monde te dit, ok, c'est vrai, j'ai vu les filles à la télé, l'équipe de France, elles sont géniales et tout. Donc, les gens comprennent, se disent, ok, c'est vrai, il n'y a pas de barrière. Une fille peut faire du rugby, mais comme un garçon peut faire de la danse, tu vois. Normalement, c'est même pas un sujet, même si c'est un sujet, ça devrait pas l'être. Là, maintenant, ce qui arrive et ce qui est plus embêtant, c'est ce que je te dis sur, ok, à quel point on les prend au sérieux. C'est cool, elle peut faire du rugby, c'est bien, super accessibilité, mais quand on commence à parler de professionnaliser le championnat, marketer la chose, tu vois, avoir un vrai produit pour leur business, tu vois, à quel point on prend au sérieux. Ah bah là, non. Ah non, ça rapporte pas assez, tu vois. Mais évidemment, si on n'y met pas les bons moyens. Donc là, les énormités, elles sont plus dans ce sens-là, tu vois. Moi, j'ai déjà entendu des trucs du genre... Ah Laura, c'est normal, on peut pas vous donner plus d'argent, tu sais, c'est le poids de l'histoire. Mais quand c'est des élus qui te disent ça, je dis mais en fait c'est pas le poids de l'histoire, c'est la résultante de vos choix politiques. Si demain tu dis on met plus, il y a plus. C'est pas le poids de l'histoire en fait. Ça on le reproduit du coup. Et bon, tu vois c'est le genre de truc qui te fait un peu péter un câble. Ou amenons les filles au rugby, elles vont ramener leurs frères. Bon bah du coup à nouveau on se trompe de combat. Donc ça c'est les trucs les plus récents. Et souvent, c'est même pas des gens qui pensent mal faire ou mal dire, c'est que tu es tellement biaisé dans l'inconscient collectif que ça te paraît même pas anormal de dire ça. Et donc, c'est un combat de tous les jours. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. Plus on a de jeunes filles qui prennent leur place. Là, les filles, vous faites du rugby, vous avez même pas l'impression que vous faites un truc de ouf. Bon, après, vous faites des trucs de ouf. Hein. Enfin, vous, ce que vous faites, non mais c'est incroyable. Mais vous êtes des ambassadrices. Et moi, j'arrête pas de le dire à mes joueuses qui ont 25 piges. Mais ce que vous faites, c'est un exemple pour plein d'autres filles. Juste, vous en rendez pas compte. Parce qu'il y a plein de filles chez elles qui entendent « le rugby, c'est pas pour toi, les filles, c'est trop fragile, les garçons, ils sont meilleurs ». Et vous de dire « bah si, moi je suis une fille, je fais du rugby », bah vous êtes des exemples, mais vous vous en rendez même pas compte. Mais moi, à votre âge, je me rendais pas compte non plus. Mais vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes des exemples. Mais au même titre que, et ça c'est le plus important, parce que vous, c'est bien, mais le plus difficile, c'est les parents, c'est l'intermédiaire. C'est quand tes parents, tu dis « est-ce que je mettrais ma fille au rugby ?» Si tu commences à dire « bah peut-être pas », tu commences déjà à reproduire cette espèce de poids de l'histoire, tu vois, inconsciemment. Et tu vois, le meilleur exemple que j'ai pour ça, dans mon équipe, maintenant elle est à la retraite, mais il y avait une maman, qui s'appelle Christelle, qui jouait au rugby à haut niveau, tous les soirs à l'entraînement. Elle avait 2 enfants, une fille et un garçon. Son garçon faisait du hockey et sa fille faisait du rugby. Et son garçon, un jour après le match, je vais le voir, je lui dis « bah alors, toi, quand est-ce que tu fais du rugby ?» Et il me dit « non, mais Laura, le rugby, c'est un sport pour les filles. » Et je me dis « mais incroyable cet enfant, incroyable. Il est génial parce que lui, comme il voit sa mère faire du rugby, il pense que le rugby c'est pour les filles et sa sœur fait du rugby. Et jamais de la vie, toujours maintenant, il est ado, il ne fait pas de rugby. Mais pour vous dire que c'est juste socialement construit. Et donc on peut aussi déconstruire ce qui est mal construit. Mais pour ça, il faut des exemples, il faut des modèles, il faut des filles qui s'investissent, il faut des parents qui sont d'accord, il faut des garçons qui les acceptent. C'est un travail collectif.
Et puis, il faut des dispositifs. Alors là, on parle des 15, on parle de ton podcast, qui vont montrer que c'est possible, tu vois. Mais alors, lui, il m'a séché. C'est pour les filles, je dis, mais toi, sociologue, c'est bon, tu ferais ton métier. Mais c'est vrai qu'il faut déconstruire. Et je crois que c'est seulement depuis l'année dernière ou cette année que Mattel a sorti une Barbie joueuse de rugby, il me semble. Alors là, je t'avoue que déjà, je jouais pas beaucoup au Barbie quand j'étais petite. Mais alors là, maintenant, j'ai pas le... Je crois qu'il y a eu toute une campagne là-dessus pour mettre en avant t'as des raison. sportives. Ils ont pris 5 grandes joueuses. Il y a eu Ilona Maher, d'ailleurs, qui a sa Barbie. Qui, je pense, est une des plus médiatisées, qui est une joueuse de rugby américaine que vous connaissez peut-être. Bah, c'est simple. Elle, maintenant, certes, elle est joueuse de rugby, mais surtout devenue une très grande influenceuse du sport. C'est la joueuse de rugby, enfin, hommes et femmes confondus, qui a le plus de followers au monde. C'est-à-dire qu'elle a plus de followers que Dupont, par exemple. Et donc, elle est très incroyable. Sur Instagram. Et en plus, elle, c'est génial parce qu'elle a un corps atypique, dans le sens, enfin, atypique pour le commun des mortels. Pour une joueuse de rugby, non, c'est normal. Mais elle doit faire 1m85, 90 kilos. Elle est carrée, elle est musclée. Et en fait, elle défile avec ses décolletés, ses robes. Et puis après, tu la vois avec sa tenue de rugby en disant, mais voilà, moi, ce que je suis. Et peu importe ce que vous pensez, mon corps, il est fort, il est puissant, il a gagné des Jeux Olympiques et il fait des défilés de mode. Voilà, en fait, tout simplement, je suis entière. Je peux l'utiliser, mon corps, il est beau dans ce qu'il est. Je peux l'utiliser pour faire plein de choses, quoi. Et elle est géniale. Vous mettrez Ilona Maher, M-A-H-E-R, sur vos réseaux. Sur Instagram. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Incroyable. Alors, comment tu deviens capitaine ? Ah bah alors là, panique de ma vie. Juste pour vous rendre compte qu'on a un peu... Enfin, là, vous avez un peu le même âge que moi j'ai eu quand j'ai commencé le rugby. J'ai commencé le rugby quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, j'étais très timide. J'ai l'impression qu'à part à l'école, sinon j'étais nulle. Je savais rien faire. Je savais pas me faire des amis. Et quand j'avais 15 ans, je ne savais pas ce que je voulais devenir, d'ailleurs, dans la vie. On me disait, tu veux faire quoi comme métier ? Je voulais plus être dans les experts. Et je savais pas. Je dis, je sais pas. Je sais pas, moi, ce que je veux faire, il y a rien. J'aime le sport, c'est tout. Et maintenant, bon alors j'ai joué en équipe de France de rugby. Quand j'ai arrêté l'équipe de France, il y a la télé qui m'a proposé de commenter les matchs. Donc j'ai commenté les matchs sur France 2 et sur TF1. Et mes parents, mais quand j'ai dit à ma mère, je vais commenter un match sur France 2, fou rire. Mais elle croyait jamais que c'était possible. Elle dit, mais t'osais même pas dire bonjour à des gens dans la rue. Maintenant, tu commentes des matchs à la télé. Et quand j'avais 15 ans, si on m'a dit, mais Laura, tu vas commenter un match à la télé, mais j'aurais rigolé. Ouais, c'est bon, c'est nul ta blague, arrête. Tout ça pour vous dire que entre le moment dans lequel on est, quand on est ado et on sait pas ce qui va se passer pour nous, et ce qui se passe dans notre vie, on peut jamais imaginer. Et il y a plein d'éléments, des rencontres, des projets, des équipes qui vont être sur notre chemin et qui vont faire changer les choses. Et moi, quand j'avais 15 ans, je ne pouvais jamais imaginer tout ce qui allait m'arriver. Alors moi, ça a été grâce au rugby. Il y a des gens, c'est grâce à d'autres choses. Et quand je me retourne derrière, mais je me dis, mais wow, c'est fou. Jamais je ne pouvais imaginer tout ça. Et pareil, être capitaine. J'étais très timide et jamais je pensais être capitaine. Et un jour, quand j'avais 20 ans, au début de l'année, l'entraîneur, il a regardé tout le monde et il a dit, Laura, tu seras capitaine. Et moi, j'étais jeune, toutes les autres étaient plus vieilles, je les trouvais plus fortes que moi, et je me suis dit, non, mais je vais leur dire quoi aux vieilles ? Je ne saurais pas leur dire, elles sont meilleures que moi, je ne vais pas leur dire, allez, il faut bien jouer. Et j'ai pas osé dire non, je suis restée comme ça, ok, je serai capitaine, mais je fais quoi maintenant ? Franchement, j'ai envie de pleurer, quoi. Et surtout au premier discours. Avant le match, tu rassembles tout le monde, t'es en cercle, je me dis, je leur dis quoi aux vieilles ? Elles ont 30 piges, je dis, bon match. Et c'était un stress pour moi. Mais ouais, mais c'est le stress. Imaginez, vous devez parler aux filles du lycée et leur dire, ouais, tu vas tout péter, tu vas gagner le match. Je me dis, elles vont même pas écouter, elles vont rigoler de moi. Et donc, j'ai pas eu le choix d'être capitaine. Et du coup, ça a été un grand, grand stress pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit, mais si je veux que les gens m'écoutent, il faut que je sois exemplaire. Parce que dans la vie, il faut aligner ses paroles et ses actes. Donc, j'ai dit, je suis capitaine, ok, il va falloir que je mette en face les actes pour que les gens aient envie de m'écouter. Et donc, j'étais à fond, j'étais toujours là à l'entraînement, toujours la première, au taquet. Enfin, vraiment, je me disais, je vais montrer par l'exemple. Donc ça m'a aidé à me sentir légitime. Et puis après, il y a une autre joueuse dans l'équipe, Alex, qui est devenue ma meilleure pote, parce que moi, au rugby, j'ai trouvé mes meilleurs potes. Et Alex, elle était un peu plus âgée, et elle a vu que ça me faisait stresser d'être capitaine. Et en coulisses, elle me disait, t'inquiète, je vais t'aider, ou ça, on pourrait le faire comme ça, ou si t'as peur de parler, moi, je vais parler. Et donc, tu vois, elle m'a accompagnée, parce qu'en fait, la vie, ça n'est plein de rencontres, en fait. Elle m'a accompagnée. Et d'ailleurs, si bien qu'aux yeux des gens, on était 2 capitaines dans l'équipe. Et ce qui fait qu'on a gardé d'avoir 2 capitaines. Encore maintenant, on a 2 capitaines dans l'équipe. Et donc, en fait, je suis devenue une très, très bonne capitaine parce que, j'ai été exemplaire sur le terrain, parce que je savais rien faire d'autre. Je savais pas parler, il faut que je montre par l'action. Et 2, parce que des gens m'ont aidé. Et la vie, ça n'est que ça, en fait. C'est des rencontres, des gens qui t'aident. Et puis après, toi, tu vas aider d'autres gens. Et ouais, au début, quand il a dit capitaine, je suis comme ça. Je fais quoi maintenant ? J'étais perdue.
perdu. Et jamais, à nouveau, quand j'avais 15 ans, je me dis un jour, tu seras capitaine de l'équipe de Villeneuve d'Ascq et tu vas être championne de France. Je me dis, mais non, jamais j'arriverai à faire ça. Ça me paraissait impossible. Donc pour toi, les qualités ou c'est l'exemplarité Ouais, l'exemplarité, c'est important, mais pour tout. C'est ce que je dis entre le décalage entre les paroles et les actes. Tu dis, oui, on veut développer le sport pour les femmes. Bon, il n'y a pas d'argent. Bon, bah, en fait, c'est pas possible. Donc, j'essaie toujours de me dire, OK, comment on s'aligne entre parole et acte. Donc, l'exemplarité. Puis surtout, un bon capitaine, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute. Parce que dans une équipe, il y a parfois plein de problèmes, il y a plein de gens qui ont des doutes, et le capitaine, il doit pouvoir dire, OK, bah, j'ai l'impression que ça va pas, on en parle, qu'est-ce qui se passe? Donc, je trouve d'être à l'écoute, de ne mettre personne de côté, parce que dans une équipe, on est tous différents, et de réussir à rassembler, ça, je pense que l'écoute, c'est une qualité importante. Tu le mets au même niveau qu'un leader aujourd'hui? Un capitaine? Ouais. Oui, moi j'ai appris en étant capitaine que tu peux pas faire tout toute seule. Parce que comme moi je voulais dire ok, je suis une bonne capitaine, je faisais tout pour mon équipe. Franchement, j'étais à fond. J'étais là tous les jours, dès que je voyais qu'il y avait 2 joueuses qui s'étaient embrouillées, j'allais leur parler, mais pourquoi tu t'es disputé avec elles? Vas-y, il faut pas s'engueuler dans l'équipe et tout. Dès que je sentais qu'il y avait pas une bonne ambiance, on fait des soirées, j'organisais plein de soirées. Enfin franchement, je faisais tout. En disant voilà, je vais être une bonne capitaine. Et un jour, il y a une fille qui est venue me voir qui dit tu sais Laura, comme toi tu fais tout, nous on peut rien faire. Elle me dit mais en fait t'es pas une bonne capitaine. Et là, j'ai fait, waouh, mais je dis, bah si, moi j'essaie de tout faire. Comment tu peux dire que je suis pas une bonne capitaine? Moi, je suis là pour l'équipe. Elle me dit, ouais, mais en fait, t'es là, mais tu prends trop de place, quoi. Et ça m'a mis une grosse claque. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Être capitaine, c'est pas vouloir tout faire et prendre toute la place. C'est justement aider les autres aussi à pouvoir faire. Et donc, je pense que le capitaine, c'est un leader qui a plusieurs qualités, bien sûr, mais ça n'est qu'un leader parmi tant d'autres. Et le rugby, c'est l'école de l'humilité. Tu peux être capitaine, tu peux être la meilleure joueuse, tu te pètes le genou, ciao, bonsoir, tu rentres chez toi. Tu joues pas pendant 6 mois, 8 mois. Donc, en fait, le capitaine ne peut pas tout faire. Et ça aussi, c'est une leçon de ce sport, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Sur le terrain, même le meilleur, alors au foot ou au basket, peut-être qu'il peut tirer tous les lancers francs. Au rugby, on a besoin de tout le monde. Et donc, j'ai appris en tant que capitaine à m'appuyer aussi sur les autres. Ouais, tu as toujours cette notion de collectif. Et tu parlais de blessures. Toi, tu as été blessée. Oui, j'ai eu des blessures. Bah, quand tu joues au rugby, tu es blessé tout le temps. Tu as toujours dans une année des petits bobos. Alors parfois, c'est pas grand-chose. Alors, à l'échelle du commun des mortels, ça va paraître une blessure. Tu vois, moi, je me suis fait plein de fois des entorses du pouce, des déchirures, des entorses des épaules. Mais c'est une blessure qui dure 2 ou 3 semaines, pour nous, c'est pas une blessure. Pour nous, c'est hop, tu mets du strap et tu y retournes. Okay, même si c'est pas bien. Je dis pas forcément que c'est bien. On est parfois un peu bête sur un terrain de rugby. D'accord, mais oui, j'ai été blessée, je me suis pété les chevilles, je fais entorse aux 2 épaules. Bon, déchirure en veux-tu en voilà. Mais j'ai jamais eu une grosse opération, par exemple, comme les croisés, qui sont des grosses blessures. J'ai eu des commotions aussi, ça, des coups de tête dans la tête. Parce qu'à Valenciennes, on n'est pas intelligent, donc on met des coups de tête et puis après, bon, on ne se souvient plus. Donc ça, moi, je fais très, très attention à ce sujet des commotions parce que c'est un sujet à prendre très au sérieux. Parce que notre sport est un sport physique, engagé. C'est ce qui fait qu'il est beau. Parce que quand tu te mets en danger avec l'autre, tu es obligé d'être solidaire. Mais il faut aussi être très vigilant sur la protection des gens et des joueuses. Et moi, maintenant que je suis dirigeante du club, je fais très attention dès que j'ai l'impression qu'il y a une joueuse qui n'est pas sûre, parce que tu ne veux pas le dire. C'est un peu la honte d'être blessé, tu vois. Tu penses ça, toi, alors qu'absolument pas, c'est normal. Donc, je fais très, très attention à ce sujet commotion. Mais la blessure, ça t'apprend aussi l'humilité. On n'a pas besoin de toi pour réussir. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. Parce que quand ton corps, il se blesse, c'est qu'il te fait passer un message. Il te dit que là, ça va pas, que tu es fatigué, que mentalement, tu n'es peut-être pas prête. Donc, en fait, la blessure, c'est un apprentissage énorme sur toi-même. Et c'est là aussi, tu vois la force d'un groupe. C'est-à-dire que quand les joueuses se blessent, nous, on a des joueuses blessées toutes les semaines, c'est aussi comment le groupe va continuer à les intégrer. Pas les laisser toutes seules, pas les isoler, leur permettre de vivre quand même avec l'équipe. Et donc ouais, moi quand j'ai été blessée, ça a toujours été très dur parce que j'étais tellement à fond que j'avais l'impression d'abandonner mon équipe. Mais ça t'apprend à fonctionner différemment et puis t'as les autres qui sont là pour te raccrocher. Mais oui, c'est un sport où t'es souvent blessé, ça fait un peu peur aux parents. Mais au niveau auquel nous on joue, tu t'entraînes tous les soirs à des niveaux d'intensité très très forts. Bien sûr que c'est un risque. Après, bon, une entorse du pouce, c'est pas une blessure pour nous. Alors, si on reprend les mots, donc ton enfance, timidité, adolescence, remise en question. Ouais. Ensuite, on a le rugby, la sélection, révélation, j'ai envie de dire. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, quel serait le mot pour qualifier Laura aujourd'hui? Waouh, voilà, tu remets ma vie en question. Je dirais épanouie, parce que j'ai mis du temps à trouver. Et moi, maintenant, j'ai compris qu'autour du rugby, j'avais construit mes cercles sociaux, mes cercles professionnels, parce que je travaille dans le rugby aussi. Et ça m'a permis de découvrir énormément de monde que je ne pensais jamais pouvoir découvrir. Et quand à 18 ans ou à 15 ans, je ne savais pas le métier que je voulais faire, j'ai l'impression que j'allais être perdue dans ma vie. Ma sœur,
qui, elle savait, elle voulait être ostéopathe. Elle est devenue ostéopathe alors que... Enfin voilà, elle a toujours dit ça depuis qu'elle avait 15 piges et puis elle l'a fait. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai eu mon bac, je savais pas quoi faire. J'ai eu mon diplôme en marketing, je savais pas quoi faire. J'errais dans le monde, perdu. Et en fait, j'ai bossé, maintenant je bosse dans le sport, j'ai créé mon entreprise dans le sport. Et donc maintenant, ça y est, j'ai trouvé enfin ma voie. Soit plutôt épanouie. Je suis plus pleine... Je suis moins pleine de doutes. Donc ouais, j'arrive à m'épanouir dans ces différents secteurs que j'avais jamais envisagé 15 ans avant. Parce que tu es dirigeante du club de Villeneuve d'Ascq. Oui, en fait, si tu veux, on peut prendre, on va dire, 3 casquettes. C'est-à-dire que j'ai arrêté de jouer, parce que je suis vieille, c'est bon, mon corps, il est lent. Donc cette année, j'ai arrêté de jouer, mais je suis présidente du club. Oui. Donc on essaye avec mon bureau de développer, structurer le club pour que des petites filles et des petits garçons continuent à jouer, bien sûr. J'ai créé mon entreprise. Donc je suis chef de cette entreprise, même si on n'est pas tout seul. Et c'est l'entreprise où on essaye de rendre accessible le sport aux jeunes filles. Et puis après, avec l'entreprise, on a créé une autre association qui s'appelle Ladies are just amazing, c'est-à-dire que les femmes sont extraordinaires, où là, on donne la parole à des femmes sportives de haut niveau, on essaye de faire des initiations pour des jeunes filles qui n'ont pas accès au sport. Donc voilà, moi, je gère un peu ces 3 structures, bien sûr, pas toute seule, mais au centre, il y a toujours le sport, le collectif, le faire ensemble. Et aujourd'hui, là, tu es devant à l'école des 15. Quel serait le principal message qu'il faut que l'école des 15 retienne aujourd'hui, filles et garçons? Moi, le principal message, c'est faites ce qui vous permet de vous épanouir. Parce que là, c'est le rugby. Vous n'avez pas eu le choix, vous êtes dans l'école des 15, donc vous n'allez pas faire du tennis. Mais c'est bien parce que l'école des 15, c'est une structure incroyable qui te fait gagner ce que tu n'avais pas vu à l'école, dans le sens où tu vis en collectif, tu fonctionnes avec des règles, tu vois comment le sport t'aide à te canaliser, à te centrer, à te montrer tous tes talents, parce que tout le monde a des talents et parfois on oublie de nous le dire. Donc la structure école des 15, elle est géniale pour ça. Mais après, en fait, c'est demain... Qu'est-ce qui me fait envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et qu'est-ce qui, du coup, va me permettre de m'épanouir ? Et ça, c'est pas une question qu'on te pose. Parce que, tu vois, moi, je vais te dire un exemple. Ma sœur, quand elle était en 3e, vu qu'on vient d'une famille d'agriculteurs, elle dit, moi, je voudrais être agricultrice. J'adore les vaches, j'adore les tracteurs, j'adore ça. On lui dit, non, t'es une fille, tu peux pas être agricultrice, il y a pas trop d'avenir. Va au lycée. Du coup, elle a dit, OK, bon, puis elle est devenue ostéopathe. Mais tu vois, elle avait envie de faire ça. Pourquoi lui dire non ? Et donc, moi, je trouve que s'il y a une passion, une idée, un petit truc dans votre tête, faut que je la teste, je vais aller au bout. Peut-être ça marchera pas, mais au moins se donner la possibilité de le tester. Parce qu'on est souvent influencé par tout ce qu'on nous dit à l'extérieur. Comme moi, on m'avait dit, tu peux pas être une fille, tu peux pas faire du rugby, tu peux pas faire des grandes études, tu peux pas devenir capitaine. Et donc, si tu te laisses influencer par tout ce qu'il y a autour, tu vis pas tes propres expériences. Et moi, il a fallu que j'arrive seulement au lycée pour me dire, mais je peux vivre mes propres expériences. Et ça a mis du temps, encore maintenant, tu vois, je suis perturbée par tout ça. Donc, vivez aux expériences. Ça a l'air d'être génial. Je tente. Au pire, je me plante. Là, ça vous paraît fou, comme on dit, je suis pas bonne, j'ai redoublé une année, je suis pas dedans. Mais en fait, une année, dans 10 ans, ça vous paraîtra rien du tout, quoi. Donc, je pense que... Et pour ça, le dispositif École des 15, il est génial, parce qu'il fait vraiment gagner du temps. Parce que quand tu as 30 piges, tu dis « Ah ouais, j'ai jamais vécu l'expérience du collectif, ou j'ai jamais été dans le dur, on m'a jamais appris à me dépasser pour celui d'à côté, parce que c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école. » Là, tu le vis et c'est génial, quoi. Ouais, parce que l'école des 15 apprend ce que tu n'apprends pas à l'école. Ouais, ça fait une bonne complémentarité entre les cours, qui sont bien pour autant, mais qui sont pratico-pratiques, hein, c'est de français, SVT, et puis la réalité du terrain, quoi. Et je trouve que les deux sont importants à combiner. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas à vivre en collectif, à appréhender le collectif, le groupe. Et puis surtout, on ne t'apprend pas que tu as des qualités. Ouais. Quand tu arrives dans une équipe de rugby, la première chose qu'on te dit, c'est « Tu sais faire quoi ? C'est quoi ta qualité ?» Genre, personne ne sait répondre, parce qu'on ne t'a jamais posé la question. « Ah ouais, c'est vrai que je cours vite. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un corps puissant. Ah ouais, c'est vrai que moi, je sais jouer au pied. » Tu vois ? À l'école, on te dit travaille, fais ça. Et bien sûr, moi, je tape pas sur l'école. À quel point ça doit être difficile pour tous ces gens, mais l'enfer, je tape plutôt sur ceux qui l'organisent. Malheureusement, mais le sport pour ça et le rugby, c'est vraiment, mais t'inquiète, tu vas pouvoir apporter, quoi. Tu vaux quelque chose, tu as ta place dans l'équipe. Ce que tu fais dans l'équipe, c'est aussi important que ce que fait celle d'à côté. Et moi, je sais à quel point ça m'a transformée, vraiment. Et c'est vrai pour le rugby, parce que le rugby, ça reste mon sport passion, tu vois. Mais c'est vrai aussi pour tous les autres sports. Au même titre que d'autres vont s'épanouir dans la musique, dans le théâtre, peu importe, dans l'activité qui fait que tu fais collectif. Et donc, pour que le collectif existe, il a besoin que chacun s'y épanouisse et que l'entité s'auto-développe, tu vois. Et je pense que ça, tu le retrouves bien plus, en effet, dans une équipe de sport, parce que tu mets le collectif au cœur, quoi.
Et puis c'est dur. Si je dis c'est quoi ta qualité, tu vois, vas-y, je vais pas le dire, je vais me taper la honte, on va se moquer de moi. Mais non, mais dans le sens où c'est vrai. Même moi, quand même on a des joueuses, elles ont 18 ans dans l'équipe, on dit vas-y, dis ta qualité. Non, vas-y, je vais pas le dire, chut, on va se moquer de moi. Et en fait, c'est trop chiant parce que du coup, de toi-même, t'es même pas capable de le verbaliser. Si toi, t'arrives pas à dire, oh, ouais, je suis super belle, je suis super forte, je suis super rapide, bah c'est pas les autres qui vont te le dire. Et ça, c'est vrai que le sport t'aide aussi. Et c'est dommage qu'on n'ait pas cette. Qu'on est obligé de sortir, toujours en train de dire, ok, faut que je sorte du jugement de l'autre, parce que c'est pas suffisamment sain. Et le rugby, c'est un endroit quand même où tu te sens en bienveillance et en non-jugement. C'est un terme qu'on emploie souvent chez Ladies Are Just Amazing. C'est ok, bienveillance, non-jugement. On est entre nous. Bah oui, si tu me dis que t'es super fort, bah écoute, c'est trop bien, génial, prends ta place, quoi. Ouais, en fait, c'est l'image de la mêlée, en fait, que tu as au rugby. Ouais, la mêlée, le vestiaire, tu vois, le fait d'être soudés, d'être ensemble. De toute façon, on a le même maillot, donc je vois pas la différence entre toi et moi. Et ça, c'est un sujet, tu vois, moi, en tant que capitaine, j'ai toujours fait très attention à ça. Que chacun se sente bien. J'aimais pas avoir une fille isolée. Parce que moi, je me voyais là-dedans, tu vois, la petite isolée, timide. Dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Si on veut être une équipe bienveillante, il faut qu'on soit ensemble. Tu peux pas juste dire, on est une équipe. Tu vois, moi, j'interviens souvent en entreprise, les gens, ils sont tous des équipes. Puis après, tu dis, ok, tu creuses un peu. Vous faites quoi en réunion? Vous dites les choses ou personne ne dit rien? On dit rien. Ok, en fait, vous avez peur vous avez peur du conflit, vous avez peur de vous sentir jugé, vous avez peur après d'être mis au rebut, tu vois. Pas une équipe. Tu vois, entre le mot et les actions derrière, il y a parfois beaucoup de différences. Ouais, c'est une vraie. La peur du jugement est très ancrée quand on est. Et encore plus maintenant. Enfin, je sais pas comment vous le voyez, les filles et les gars. C'est-à-dire que tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, tu vois que des gens beaux, forts, grands, incroyables. Et puis toi, tu dis, moi, je vaux quoi par rapport à ça? Et puis le corps et le physique est tout le temps jugé. De toute façon, c'est jamais bien. T'es trop grande, t'es trop petite, t'es trop grosse, t'es trop blonde, t'es trop machin. Alors qu'au rugby, on s'en fout. Prends le ballon, cours. Prends le ballon, cours. Tu vas servir à quelque chose. Mais c'est vrai que ce sujet du corps, il est terrible. Tu vois, nous, dans l'équipe, la plus grosse, elle fait 100 kilos, 1m80. La plus fine, elle fait 55 kilos, 1m55. Tu vois, les deux, elles sont là. Elles taffent ensemble, elles sont bien. Et chacune avec son corps s'exprime. Et les filles qui sont hyper musclées, qui sont... alors nous, le terme grosse, c'est pas une insulte, absolument pas. Qui ont des corps imposants, elles en sont fières. Elles disent, mais moi, ce corps, il est incroyable. Il me fait faire plein de choses, tu vois. Comme Ilona Maher va te le dire. Et on en est fiers, tu vois. Alors que, tu vois, dans n'importe quel cours de récré, on va commencer à te regarder, comment t'es habillé, comment ton corps est, comment tu te coiffes. Et en fait, c'est chiant. C'est chiant parce que ça éteint les petites étincelles, tu vois, de jeunes filles, jeunes garçons. Tu vois, mais en fait, j'aurais envie de m'exprimer, quoi. Et là, pour ça, le rugby, j'adore ces espèces de petites bulles. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.